Bonjour à tous, c'est PN Théorie. Alors, je reviens aujourd'hui sur le sentiment post-agression, euh, le sentiment que l'on peut avoir. Alors, certains le qualifient d'injustice, le sentiment d'injustice de voir justement que les personnes qui nous ont agressés ou les groupes de personnes ont l'air de s'en sortir bien, les mains dans les poches, ont l'air d'avoir une vie agréable, de s'en être bien sortis, voire même de réussir, alors que nous, qui avons été victimes, on a l'impression justement qu'on a tout perdu à cause de ces personnes, et c'est ce qui explique qu'on peut avoir un sentiment d'injustice. Alors comment sortir de ces sentiments, de tout ce que l'on ressent après l'agression et qui nous pourrit la vie en fait, puisque ça nous empêche d'avancer. Alors c'est en réponse à une question qui m'a été faite dans les commentaires que j'ai répondu donc déjà dans les commentaires et que j'ai eu l'idée de cette vidéo qui peut être utile à d'autres aussi. Parce qu'on parle peu justement de ces choses-là. Alors, cette personne avait qualifié ce sentiment, enfin pour elle c'était un sentiment d'injustice. Parce qu'elle voyait, donc ça veut dire qu'elle continue à voir que ça continue à être visible ou qu'elle continue de croiser cette personne qui l'a agressée, certainement dans sa vie amoureuse, c'était très certainement une personne perverse narcissique et dans le cadre amoureux. Et donc, elle avait l'impression que cette personne continuait, enfin réussissait dans sa vie, était heureuse, que tout allait bien pour elle, alors que elle, en tant qu'ex-victime, elle avait l'impression d'avoir tout perdu. Alors, je vais laisser de côté la situation de cette personne et parler plutôt de toutes les situations qui peuvent amener à ce sentiment. Alors déjà, qu'est-ce qui se passe après une agression perverse les choses se tassent dans le temps? Donc, pas besoin qu'il se soit passé 6 mois, ça peut être seulement 3 mois ensuite ou 1 ou 2 semaines. En fait, c'est lorsque la situation a changé, c'est-à-dire lorsque vous vous retrouvez, par exemple, séparés. Et que c'est sûr et certain, puisque la personne se retrouve avec quelqu'un d'autre, ou bien vous êtes avec quelqu'un d'autre, ou bien vous habitez ailleurs. Vous voyez, il y a un changement de situation notable, concret. Et bien c'est là que justement, on peut regarder où on en est arrivé, et puis se trouver misérable, effectivement, parce qu'après une agression, et quand bien même ça ne nous apparaît pas comme une agression encore très clairement, c'est pourtant une agression. Quand on a été victime, ça peut être de violences physiques, ça peut être aussi de violences morales par une personne qui est donc a priori perverse. Alors, ce sentiment d'injustice après une agression, il vient après toutes les agressions. Après une agression sexuelle par exemple, ou après le fait qu'on s'est fait avoir, on a été floué par une arnaque, eh bien on se sent toujours misérable. On a aussi ce sentiment d'injustice à se dire, mais ces personnes qui sont des escrocs, qui sont des violeurs, qui sont des pervers, marchent les mains dans les poches, et moi je suis là, j'ai tout perdu, je dois remonter la pente. Et en plus, personne ne se rend compte que ces personnes sont perverses. Et si je parle, on ne va pas me croire. Et ça va ajouter à mon traumatisme, et ça va je vais me sentir encore plus mal en fait. Alors bon, il peut y avoir plusieurs situations, puisqu'on peut entrer en justice, justement, et essayer de faire valoir le préjudice, ce qui s'est passé, etc. Mais de toute façon, que l'on fasse ces choses, parce que souvent les psychologues vous diront, mais allez en justice, ça va vous faire du bien, parce que vous avez besoin de la reconnaissance de ce qui vous est arrivé. Mais la justice ne suffit pas, d'abord. Ensuite, elle est souvent injuste. C'est-à-dire que comme nous sommes dans une culture perverse et dans une situation où beaucoup de choses sont corrompues,
vous allez vous retrouver, y compris la justice, pas tout le temps heureusement, mais vous allez vous retrouver encore plus victime, 2 fois plus victime. Et dans la situation que j'appelle survictimisation. C'est-à-dire qu'à la victimisation que vous avez eue du fait que vous avez été agressé, s'ajoute une autre, plus insidieuse et encore plus injuste, qui est celle de la société, corrompue, ou même perverse, ou qui adhère à des valeurs perverses, qui ferme les yeux, et donc qui adhère en cela, puisqu'elle est dans le déni, voire même qui est complice. Donc en fait, la justice, n'est pas tout le temps une solution. Tout dépend de la situation, s'il y a des enfants en jeu, enfin, il y a tout un tas de choses, c'est au cas par cas, de toute façon, et c'est vous qui décidez. Telle personne, dans la même situation que vous, voudrait aller en justice, et une autre personne, dans la même situation que vous, déciderait de ne pas y aller. C'est vraiment vous qui décidez, puisque vous prenez aussi la responsabilité que ce que vous avez vécu ne soit pas reconnu. Voilà, donc aller en justice, c'est pas du tout tout le temps la solution. Ça serait croire que la justice est juste, mais ça n'est pas le cas. Alors comment faire? Peu importe, donc on laisse de côté cette histoire de justice avec ce sentiment d'injustice. Et très certainement que dans ce sentiment d'injustice, il y a aussi le ressentiment du fait que ce qu'on a vécu n'a pas été reconnu. Donc il faut savoir faire la part des choses. Il y a, à mon sens, d'un côté, la volonté de reconnaissance, et de l'autre côté, le sentiment intime de cette injustice, de se dire, cette personne finalement, après tout ça, s'en sort bien, et moi, je m'en sors mal. Et vous allez voir plus loin ce que je vais développer par rapport à ce sentiment. Parce que si on confond tout, si on confond la volonté qui est bien légitime d'être reconnu comme victime, pour pouvoir justement ensuite passer à autre chose, parce que tant qu'on n'a pas été reconnu comme victime, ça va rester en nous, de toute façon. Donc il faut voir quelle est la part de cette volonté de reconnaissance et la part du sentiment intime que l'on a, qui correspond à de la détresse, mais qui est aussi beaucoup encore dans l'emprise. Ça dénote justement d'une emprise qui est encore sous-jacente. Et cette emprise, elle est soit celle que vous aviez et qui perdure, parce qu'elle perdure encore après après une séparation, après que les situations soient complètement différentes, qu'on est coupé totalement avec le ou la personne perverse, il y a une emprise qui perdure. Il faut quand même que cette relation en faire son deuil. Voyez, donc tant que le deuil n'est pas terminé, on est encore sous emprise, sous l'emprise qu'il y avait jusque-là. C'est-à-dire qu'on continue à aimer l'autre personne, ou on continue à la détester, ou bien l'amour se mue en haine, ce qui est souvent le cas, et quand c'est de la haine, bon, ça veut dire que c'est de l'amour au fond, en fait, qui reste là. Mais c'est la même énergie, ce que je veux dire. Voilà. C'est que ça veut dire que c'est la même énergie d'attirance que vous aviez, du rapport que vous aviez à cette personne. Que ça soit encore sous forme d'amour ou sous forme de haine, c'est en fonction des personnalités, des situations, de tout un tas de choses. Mais en tout cas, cette énergie, il faut qu'il n'y ait plus rien. Il faut qu'elle soit coupée pour que vous puissiez vous dire, bah oui, je suis plus sous emprise. D'accord? Parce qu'en fait, voilà, l'emprise, elle perdure après la séparation. Ça, c'est peu connu et c'est peu reconnu et c'est dénié. Très souvent, les personnes sont dans le déni. Celles qui sont autour de vous vont vous dire, mais enfin, je comprends pas, elle est terminée, t'es partie, elle est terminée cette histoire. En plus, c'était un ou une perverse. Donc pourquoi est-ce que tu y penses encore? Tu y penses encore? C'est... Voilà. Et donc, en fait, les personnes de votre entourage vont... Enfin, vous allez voir qu'elles vont plus ou moins penser et se dire, bon, cette personne, elle exagère quand même. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qu'elle ne nous a pas dit qui fait qu'elle continue d'être attirée par cette personne qui est perverse. Et à se poser des questions ils vont se demander si vous n'êtes pas maso. Voyez. Donc en fait, c'est une mauvaise compréhension justement du deuil
après une agression, après une relation qui a été agressive, mais insidieusement, bien sûr. Donc l'entourage n'est pas au courant et ne remarque pas tout ça. Et lorsqu'elle le remarque, elle se dit, mais enfin, pourquoi tu repenses encore à cette personne? T'es maso ou quoi? En gros, c'est un peu ça. Et quand ça dure des années, parce que vous n'arrivez pas à sortir de cette emprise, eh bien, c'est d'autant plus mal compris. Alors, je vais faire juste une petite parenthèse. J'ai fait des vidéos là-dessus il y a 2 ou 3 ans, donc ça date, allez voir les anciennes vidéos. Il y a un deuil à faire, toujours d'une relation. Qu'elle ait été perverse ou pas, c'était une relation. Donc, il y a un deuil à faire. Et souvent, comme je vous le disais, dans le deuil, il y a cette emprise, surtout dans les relations où il y a eu une emprise, dans les relations perverses souvent, mais pas forcément. Ça peut être des relations de dépendance, ne sont pas forcément toutes perverses, les relations de dépendance. Eh bien, il y a aussi une emprise. Donc en fait, dans les relations où il y a eu une emprise de l'un sur l'autre, il y a un deuil à faire qui est particulier, qui est le deuil de cette emprise. Voilà. Donc il faut arriver à faire la part des choses entre le deuil de cette emprise qui va mettre un certain temps. Ça dépend du nombre d'années que vous avez passé avec cette personne. Ça dépend de comment vous avez investi la relation. Ça dépend de si cette relation était perverse vue de tous ou seulement qu'il n'y a que vous qui avez pu l'identifier. Ça dépend aussi si l'entourage a su identifier et reconnaît votre statut de victime. Ça dépend de plein de choses. Donc, ce que je disais, il y a toujours un deuil à faire. Ça peut être 6 mois, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 semaines. Et puis, ça dépend aussi de la vitesse à laquelle vous allez identifier les choses. Et voilà, ça dépend aussi de tout ce que vous avez partagé avec cette personne. S'il y a des enfants, vous allez devoir continuer à voir cette personne, par exemple, ou si c'est votre employeur, oui. Donc en fait, ça dépend de tout un tas de choses. Est-ce que vous continuez à être lié par ce fil à la patte, qui est les engagements communs, ou des enfants, un contrat, voyez? Donc tout ça, la vitesse du deuil, ça dépend de tout un tas de choses. Puis ça dépend de vous aussi. Donc déjà, reconnaître que vous compreniez qu'il y a un deuil à faire qui sera particulier parce que c'est un deuil d'emprise. Bon, je peux parler plus de ça plus précisément dans une autre vidéo. Si vous avez besoin, posez vos questions. Alors, je disais ensuite qu'il y avait un autre facteur qui était la volonté de reconnaissance, qui est bien légitime. Lorsqu'on a été victime, c'est déjà compliqué d'identifier justement l'agression, de pouvoir la qualifier en tant que telle, même dans notre tête, pour se la représenter, parce que les choses sont mélangées avec tout un tas de bons souvenirs, ou tout un tas de belles choses. On se dit, bah, cette personne, oui, ok, elle est peut-être perverse, mais elle a fait de belles choses pour moi. On a vécu de belles choses. C'était il ou elle était quand même gentil, ou il ou elle a des moments quand même où il est bien, etc. Donc c'est tellement ambigu qu'on est ambivalent par rapport à cette volonté de se séparer, d'en finir, de couper le contrat, etc. De casser le contrat. Donc on est ambivalent. Donc il faut pouvoir sortir de cette ambivalence. Donc on peut se faire reconnaître victime que lorsqu'on est soi-même sorti de cette ambivalence. Donc ça veut dire qu'on a complètement identifié qu'on avait été agressé et que ce n'est pas normal ce qui nous arrive. Que ça n'est pas une relation normale. C'était donc une relation perverse. Et ça prend du temps. Donc, il y a le temps de identifier les choses, de les reconnaître. Et lorsqu'on les a reconnues nous-mêmes, alors là, on peut justement pouvoir demander reconnaissance de la part d'autrui. Alors, cette reconnaissance, cette demande de reconnaissance, elle n'est pas forcément apportée par la justice. Comme je vous le disais, c'est souvent ce que vous diront des psychologues, mais ça n'est pas forcément... C'est une fausse bonne idée, je dirais. Parce que, comme je vous dis, vous pouvez justement, au contraire, vous faire encore plus aplatir par la justice
Et ça fait encore plus mal et ça peut encore plus vous comment dire, vous abîmer. Donc, n'allez pas chercher le bâton pour vous faire battre, cherchez des personnes qui pourront reconnaître cela. Alors, cette reconnaissance, il n'y a pas besoin qu'elle soit faite par le monde entier, vous voyez. C'est pas la peine que tout le monde dans votre ville, ou tout le monde au travail, ou tout le monde, tous vos proches autour de vous reconnaissent, et d'ailleurs, ça ne sera pas possible, reconnaissent que vous avez été victime. Mais la première reconnaissance, ça va se faire par une association, quelqu'un qui connaît ce genre de choses. Ça peut être un avocat aussi, ça peut être un ou une psychologue, un thérapeute, ça peut être tout un tas de gens, une amie, un ami. Au moment que c'est quelqu'un d'autre que vous, c'est-à-dire après que vous ayez fait votre propre reconnaissance de ce qui s'est passé, le fait qu'il y ait autrui, un autre, qui reconnaisse ce qui vous est arrivé, et votre statut de victime, c'est ce qu'il vous faut en fait. N'attendez pas que le monde entier reconnaisse les choses, la société tout entière, ou l'entreprise dans laquelle vous travaillez, s'il y a eu du harcèlement moral et par un pervers ou une perverse. N'attendez pas que vos enfants le reconnaissent. N'attendez pas à tout ça parce que vous partez avec de grandes attentes. Évidemment, en pensant que ce qui vous est arrivé, évidemment, vous êtes centré sur ce qui vous était arrivé, donc vous allez penser que tout le monde doit le reconnaître. Mais non, il y aura des personnes qui ne le reconnaîtront pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Il y en a d'autres qui ne le reconnaîtront pas parce qu'ils sont amis, ou ils ont des intérêts, ou ils ont eu une vue partielle de ce qui vous est arrivé. Ils ne sont pas centrés, ils ne sont pas à votre place. Et puis ils ont le droit d'avoir leurs idées. Quand bien même c'est parce qu'ils n'auraient eu qu'une partie de la vérité, il faut absolument lâcher prise sur cette volonté de convaincre le monde entier que vous avez été victime et qu'il y ait cette reconnaissance, parce que ça, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez jamais totalement. Il y aura toujours des personnes, quand bien même ça peut être vos propres enfants, vos propres parents, ça peut être, voilà, vous ne pouvez pas, il faut faire le deuil en fait, de cette reconnaissance sociale totale. Voilà. Donc, il faut essayer de se contenter déjà de ce qui est surtout essentiel, c'est-à-dire la reconnaissance par un autrui. Alors après, évidemment, vous allez avoir peut-être une reconnaissance plus importante par d'autres personnes qui vont venir vous en parler, etc. Tant mieux, mais n'attendez rien de tout ça. La reconnaissance qu'il faut avoir, c'est d'abord de soi-même, et donc, on en parlera après dans le deuil, de se pardonner à soi-même, etc. Mais après, c'est la reconnaissance par une personne, et puis un groupement, par exemple une association qui est spécialisée dans le harcèlement, par exemple, des choses comme ça. Un groupe de pairs, P-A-I-R-S, vous voyez, qui va vous aider à cheminer parce que eux aussi sont passés par là. Donc vous allez pouvoir en parler. Alors là, vous allez pouvoir tout sortir parce que c'est important de s'exprimer pour que tout ça, toute cette blessure ne s'ancre pas dans le corps. Parce que moins vous exprimez, plus ça va rester évidemment et ça va ressortir dans quelques années ou même au départ. Et ensuite, si ça ne sort pas, par des maladies, forcément. Parce que le corps n'oublie jamais. Donc je vous conseille ce livre, Le corps n'oublie jamais, je ne me rappelle plus l'auteur. Donc, il faut absolument vous exprimer et trouver des groupes de pairs pour vous exprimer. Voilà. Donc il faut savoir qu'il y aura une période où vous allez vous exprimer énormément. Si vous ne voulez pas rabattre les oreilles à tout le monde en vous exprimant sur cette injustice, et c'est normal de pouvoir la crier, la dire, etc., vous pouvez vous faire votre propre petit journal, soit écrire les choses, comme si vous écriviez à cette personne, et quand bien même, mais n'envoyez pas, surtout, voilà. Si c'est une lettre, par exemple, ne l'envoyez pas. Ensuite, vous la déchirez, vous la jetez, vous la brûlez, faites ce que vous en voulez. Mais en fait, ce qui compte, c'est surtout de se défouler, de lâcher ses nerfs, en fait. Hein. C'est pas tellement... Et c'est pour ça que des personnes, justement, ont la mauvaise idée d'aller tout dire aux pervers, mais elles sont tellement dans un état de nerfs qu'en fait, ça va se retourner contre elles parce qu'elles risquent de pas du tout maîtriser leurs actes ou leurs paroles.
et ça peut être très mauvais. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous exprimer, oui, mais avec des pairs, des gens qui vous comprennent, qui vous connaissent. Donc attention à ne pas faire confiance à n'importe qui et à en parler à n'importe qui. Ça peut vous desservir. Et puis écrivez, ou bien enregistrez-vous, faites votre journal personnel en étant bienveillant avec vous-même, etc. Et parfois en ayant des coups de gueule, en pouvant crier tout ce que vous avez à crier, à dire, à dénoncer, etc. Vous pouvez aussi publier dans des petits... il y a des blogs spéciaux avec des témoignages, des choses comme ça. Voilà. Donc souvent on confond la volonté de se venger avec ce besoin de s'exprimer. On pense que c'est un besoin de vengeance, mais pas du tout. Souvent ce sont les pervers qui aiment se venger. Mais lorsqu'ils voient que vous êtes dans cet état, dans un état de nerfs, de rage, ils sont très très heureux puisque justement ça leur permet de se montrer au contraire très calme et de passer pour la personne très raisonnable et sérieuse. Et que vous êtes le ou la folle ou le fou complètement dément et que justement ça peut justement vous desservir par rapport à votre statut de victime. Donc ne jouez pas à ce jeu. Vous avez besoin de vous exprimer, mais choisissez les personnes avec qui vous le faites. Et puis ne vous exprimez pas trop par rapport à vos amis. Parce que si les amis peuvent vous aider un temps, ils peuvent se lasser au bout d'un certain temps, surtout s'il n'y a pas de retour, parce que ce sont eux qui vont vous aider, mais vous ne pouvez pas les aider. On n'est plus dans la réciprocité amicale. Donc il y a quelque chose qui se joue souvent dans les amitiés comme ça, où la personne victime va en parler énormément, chercher de la reconnaissance, chercher de l'aide, chercher de l'affection de la part de ses amis. Alors que il n'y aura plus cette réciprocité. Et c'est pas bon parce que vous allez vous aussi vous sentir coupable de ne pas pouvoir, d'avoir beaucoup à demander beaucoup d'aide implicitement ou alors concrètement, mais à ne rien pouvoir donner. Donc ce qu'il faut faire, surtout avec les amis, c'est dire, ben voilà, j'ai identifié ce qui m'est arrivé, ce qui s'est passé. De temps en temps, je risque de t'en parler. Si je dépasse les bornes ou si c'est trop pour toi, que tu ne peux pas en supporter, tu me le dis. Qu'on reste toujours dans cette réciprocité amicale. Voilà, ça c'est très important. Et puis expliquer que voilà, peut-être pendant 3 mois, bah, vous allez être, pendant un certain temps, vous n'allez pas être très bien. Donc vous aurez besoin justement des fois de vous défouler, mais des fois aussi de vous divertir, de faire autre chose. Voilà. Donc expliquer que vous êtes dans cette situation post-traumatique, du deuil et que c'est pas simple. Et donc si vous voulez conserver vos amis, il faut absolument leur expliquer. Et puis il faut que vous aussi vous fassiez des efforts pour justement accepter quand ils veulent vous divertir, quand ils vous disent bon bah arrête de nous en parler, c'est bon, parce que sinon on va finir par croire que finalement tu es bien content ou bien contente d'en parler. Voyez. Donc attention, les amitiés sont fragiles et à l'occasion justement de quelque chose de difficile comme ça, les amitiés peuvent éclater du fait que il n'y a pas cette compréhension forcément de la part de l'autre, ou alors c'est trop lourd à porter. Dans ce cas-là, il faut absolument vous faire aider par d'autres, et les autres ce sont des pairs, les PAIRS, voilà. Donc ça peut être écouter les vidéos que je fais sur cette chaîne ou sur d'autres chaînes, ça peut être aussi trouver des associations qui pourront vous aider, des psychologues qui connaissent la situation. N'allez pas encore plus chercher les bâtons pour vous faire battre. Dès que vous voyez que quelqu'un n'est pas dans cette compréhension, il faut bien comprendre que vous ne pourrez pas lui en parler. Mais comme vous avez besoin de vous exprimer, il faut absolument trouver des lieux d'expression. Alors, après avoir parlé de cette fameuse reconnaissance, qui était le deuxième élément dont je voulais parler, par les pairs, il y a aussi ce ressentiment qu'on peut avoir, qui ressemble à un sentiment d'injustice, mais chacun peut
le définir autrement, parce que chacun le ressent peut-être différemment. Ça peut être, c'est surtout du ressentiment en fait. C'est lorsqu'on lui en veut, en gros, à l'autre, parce qu'il nous en a fait voir, et que, puis que maintenant, il a tout le monde dans sa poche, et que nous avons tout perdu, ou en tout cas, on a le sentiment d'avoir tout perdu. Effectivement, on a perdu beaucoup de choses. Ça peut être de sa santé, ça peut être de l'argent, ça peut être la confiance de nos amis, des enfants, ça peut être un travail, ça peut être tout ça à la fois. Alors on peut se dire, j'ai tout perdu. Vous avez tout perdu de ce que vous étiez, de ce que vous aviez dans cette vie, jusqu'à l'époque où vous étiez, c'est-à-dire jusqu'à hier. Mais à présent que vous êtes dans une autre situation, vous allez avoir une autre vie. Donc vous avez perdu ce que vous aviez, et ce que vous étiez, et ce que vous faisiez dans cette autre vie. Dans la vie d'avant. Mais maintenant que vous faites le deuil, vous vous acceptez bien, et vous comprenez bien que c'est une autre vie qui vous attend. Et tant mieux. Parce que rester avec un ou une perverse, c'est vraiment la plus mauvaise chose qui pouvait vous arriver. Donc vous êtes dans une autre vie, donc vous n'avez pas tout perdu. Vous reprenez de zéro. Mais il y a tout un tas de personnes qui reprennent de zéro. Pour tout un tas de raisons, et des fois plusieurs fois dans leur vie. Et plusieurs fois dans nos vies, quand bien même ce n'est pas à cause de deuil comme ça, ou d'agression, on recommence de zéro pour tout un tas de choses. Pourquoi est-ce qu'on devrait tout avoir pour tout le temps? La vie, c'est une aventure. Et donc, on repart de zéro. Et bien, soit on repart de zéro. Alors, comment sortir de ce ressentiment? Voilà, déjà en ayant un autre regard sur ce qui s'est passé. Et sur la vie en général. Comme je vous l'ai dit, la vie est une aventure. Évidemment, il y a des choses que on prévoit, que l'on maîtrise, puis il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Si votre maison brûle, par exemple, puis que l'assurance ne veut rien payer, vous repartez de zéro. Si vous perdez votre travail pour tout un tas de raisons, vous repartez de zéro. Voyez, le deuil d'un proche, vous repartez de zéro. Et dans ce cas-là, à qui vous allez en vouloir? À la vie. Donc en fait, il faudrait essayer d'avoir un regard complètement différent sur la vie. Ce que l'on a déjà au jour le jour, c'est un cadeau. Quand bien même on le construit, il y a des choses que l'on construit nous-mêmes, mais c'est pas obligé de fonctionner. On peut par exemple monter une entreprise, c'est un cadeau si elle marche, c'est dû à notre travail, à nos efforts, mais pas seulement. Donc il y a des choses qui nous échappent et il faut pouvoir accepter de prendre au contraire tout ce qui vous réussit comme un cadeau. De dire il y a une part d'effort de ma part, de travail de ma part, etc. Puis il y a une part de cadeau et j'accepte ce merveilleux cadeau, c'est que ce que je fais fonctionne, que ma relation fonctionne avec mon ou ma conjointe, que mon travail fonctionne, qu'aujourd'hui est une belle journée, que voilà. Donc si vous prenez tout comme un cadeau, ce qui vous est repris ou ce que vous n'avez plus, bah, à ce moment-là, vous n'avez aucun ressentiment ou sentiment d'injustice par rapport à la vie, de vous dire je l'ai plus. Parce que en fait, tout était cadeau. Donc vous voyez qu'en changeant votre regard, vous allez pouvoir avoir accès à votre moi intérieur, qui ne sera plus uniquement l'image, quelque chose de superficiel, le statut social, l'argent, la réputation, les choses que vous avez construites. Vous allez vous rendre compte que tout ça, c'est du vent en fait. Ce qui importe, c'est ce qu'on est à l'intérieur, parce que si vous prenez soin et vous faites attention à votre intérieur, à votre soi intérieur et pas à votre image, bien en fait, vous pouvez toujours tout reconstruire, puisque en fait, tout est à l'intérieur de vous. Donc n'importe où, n'importe quand, vous pouvez vous relever et vous remettre à reconstruire. Puisque tout est à l'intérieur, vous allez reconstruire quelque chose de nouveau, différemment. On n'en veut à personne, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis si on s'est fait avoir, qu'on s'est fait agresser, on peut se dire qu'on en veut à la personne qui nous a agressé, ok, on en veut un temps. Le temps de faire le deuil. Mais ensuite, c'est la vie. Tout un tas, vous allez voir, en discutant avec tout un tas de personnes
qu'il y a plein de gens qui sont malheureux, qui ont perdu leur travail. En revenant de mon travail, j'avais trouvé une personne, justement, un jeune que j'ai pris en stop. Alors je ne prends jamais de personne en stop, mais là son regard m'a dit que je pouvais le prendre en stop. Effectivement, en quelques minutes, j'ai compris tout ce qui lui arrivait. Voilà, il était à la rue, donc il n'avait pas encore 18 ans, donc pas le droit au RSA, pas le droit. Il était rendu à faire la manche. Il pouvait pas, sa mère était décédée dans un accident, dont lui il était handicapé puisqu'il n'arrivait pas à bien marcher. Et puis son père le battait, et puis l'a finalement mis dehors. Voilà. Donc il faisait très froid ce matin-là. Et il avait dormi dehors et il m'avait dit oui, j'ai eu froid. Voilà. Et moi, cette nuit-là, j'avais dormi bien au chaud dans mon lit, avec une famille qui m'aime, un travail stable. Voilà. Donc vous voyez, il faut quand même tout relativiser. Cette personne, on peut dire, a tout perdu et on peut se mettre à le plaindre. Effectivement, j'ai eu de la compassion, j'ai toujours de la compassion pour cette personne, j'essaie de l'aider de différentes manières. Mais c'est à ce moment-là que vous pouvez vous dire, mais il n'y a pas qu'à moi qu'il arrive tout un tas de choses. Il peut arriver plein de choses à tout le monde. À n'importe qui. Personne n'est à l'abri, c'est ce que je dis tout le temps. Personne n'est à l'abri. Donc, ça permet peut-être de relativiser et de se dire, en fait, tout ce que j'ai moi, chaque jour, c'est un cadeau. Un cadeau de la vie. Je l'apprécie. Et puis, si je ne l'ai pas demain, je ne l'ai pas. Mais je peux tout reconstruire et tout refaire et avancer. Parce que tout est en moi. Et à partir de maintenant, je vais m'intéresser à mon moi intérieur. Qu'est-ce qui est essentiel dans la vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Et c'est à ce moment-là qu'on va s'intéresser à tout ce qui est, comment dire, à nos valeurs profondes. Et on va se dire que tout ce qui arrive, enfin tout ce que nous pouvons faire ici dans la vie terrestre, etc., ce sont des variétés, des versions des différentes valeurs que l'on veut mettre, que l'on veut réaliser, que l'on veut de toutes ces choses qu'on voudrait faire et qui nous correspondent vraiment parce qu'elles correspondent à des valeurs intimes qui sont ancrées profondément. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie qui me reste à vivre. Parce qu'on ne sait jamais quand ça terminera, cette vie. Donc la vie ne nous doit rien. Les gens ne nous doivent rien. C'est nous qui devons aller chercher les ressources en nous et donc qui devons nous construire un moi solide, mais un moi intérieur qui n'a rien à voir avec le statut, le fait de s'appeler monsieur, madame, d'avoir tel ou tel statut, d'avoir telle réputation ou d'avoir d'être fier parce qu'on a construit telle ou telle chose concrète, matérielle. Toutes ces choses, ce n'est que du vent en fait, parce que vous n'allez pas les emporter avec vous dans votre tombe, en mourant. Donc, tant que vous êtes dans la vie, réfléchissez à ce que vous avez envie de faire avant de mourir. Alors, je ne suis pas en train de dire, voilà, on peut mourir demain, mais vraiment, enfin, quand on est passé près de la mort, c'était peut-être votre cas, moi ça a été mon cas, évidemment, puisque j'étais agressée à un tel point que, voilà. Donc, quand c'est comme ça, on se dit, bon, j'ai de la chance, je suis là. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant du temps qui me reste? Est-ce que je veux continuer à courir après du vent, des choses qui sont juste matérielles et qui peuvent être détruites en un instant? Ou est-ce que je vais m'intéresser à mon moi profond? Est-ce que je vais m'intéresser à chercher des personnes justement qui ont des valeurs vraiment très profondes? Est-ce que je vais réfléchir à la manière de voir la vie? À cette compréhension que tout n'est que du vent et que ce qui compte, c'est ce qu'on est à l'intérieur, qui est le meilleur moyen en fait d'accepter les choses. C'est justement d'avoir ce regard, de voir la vie comme un cadeau,
de se dire que personne ne nous doit rien, y compris la vie, et que nous, par contre, dans la vie, nous avons à donner. Et c'est ça qui fera de nous ce que nous serons. Ce qui fait de nous qui nous sommes, c'est ce que nous donnons, pas ce que nous avons. Ce que nous donnons, ça a un rapport avec notre essence, ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Ce que nous apprenons chaque jour à construire, c'est-à-dire à notre être, qui est notre être à la fois spirituel, émotionnel, notre être profond en fait. Ce qui restera, si vous croyez à la vie après la mort, après notre mort, et si ce n'est pas le cas, en tout cas, on se sera élevé en conscience. Si on ne croit pas à tout ça, au moins pour s'élever en conscience, et puis si ce n'est pas pour cette raison, au moins pour s'en sortir. Parce qu'il n'y a aucune autre façon de s'en sortir que de changer de regard sur la vie et sur soi-même, sur le monde, sur les autres. Si vous trouvez une technique qui soit différente, dites-vous qu'elle va fonctionner un temps. Mais là, vous, pour le temps qu'il vous reste à faire sur cette terre ou à exister, eh bien toutes les techniques que vous pourrez trouver ne suffiront pas tant que vous ne vous êtes pas occupé de vous, mais de vous profondément. Voilà, de votre être profond. Donc le ressentiment, il existe quand on est beaucoup, quand on reste cantonné aux apparences ou à ce qu'on a eu. Quand on reste dans l'avoir et qu'on en veut à celui qui nous a fait tout perdre. Eh bien, moi, je pourrais vous dire, alors vous allez peut-être trouver ça, vous mettre en colère peut-être, mais c'est salvateur la colère. Ça va vous permettre de mettre tout à plat. Au contraire, je vous dirais, c'est un cadeau. Parce que vous avez pu voir comment était l'autre profondément. Vous pouvez justement, c'est une occasion, à chaque fois qu'on est agressé, abaissé, ce genre d'épreuve par exemple, où on est beaucoup dans l'humilité, forcément, puisqu'on est réduit à peu de choses, on se demande finalement qui je suis, qu'est-ce que la vie. On se pose des questions comme ça si on va vraiment profondément dans la problématique qui nous est donnée de vivre. Eh bien à ce moment-là, c'est une occasion justement de pouvoir s'élever en conscience, de pouvoir élever notre conscience et de trouver cette énergie intelligente qu'est l'amour, mais l'amour véritable, c'est-à-dire l'amour de la vie, l'amour de soi, qui n'est pas l'ego, le soi profond, c'est-à-dire de ce que l'on est, et ce qui nous est donné de construire, comme je vous dis, ce qui fait qu'on va être un être solide, qui va pouvoir s'aider lui-même et aider les autres, qui va construire du solide autour de soi, et qui sait bien que tout le reste, c'est du vent. C'est-à-dire toutes les choses matérielles, toutes les apparences de cette vie, tous les avoirs que l'on peut avoir dans notre vie. Voilà. Donc tant qu'on est dans le ressentiment, dans une sorte de jalousie peut-être, même si on ne veut pas reconnaître que c'est une jalousie, mais c'est quand même une comparaison par rapport à l'autre, en fait c'est parce qu'on n'est pas allé assez profond au fond de soi, et qu'on a beaucoup de travail à faire. Et quand on y sera arrivé, on n'aura plus du tout de ressentiment par rapport à rien du tout. C'est-à-dire on n'en voudra à personne, on n'en voudra plus, on pourra pardonner. On sera capable de pardonner au fond de nous, sans aller voir les personnes et dire je te pardonne si c'est quelqu'un qui nous a agressé, bien sûr. Ça c'est encore aller chercher le bâton pour se faire battre. Mais à pardonner au fond de soi, en se disant ok, je me pardonne de m'être fait avoir, de ne pas avoir vu que cette personne était malfaisante, malveillante pour moi. Je me pardonne d'avoir été aveugle 10 ans, 15 ans, ou 3 mois, 2 semaines, peu importe. Je m'en veux d'avoir été aveugle, et bien maintenant je me pardonne. En tout cas, je travaille à me pardonner. Et ça s'appelle le lâcher prise.
Et quand on arrive à se lâcher prise, il n'y a plus de ressentiment vis-à-vis de personne. La souffrance, elle est là, donc il faut se soigner, il faut soigner cette blessure, le temps du soin, en fait. Il faut le temps que ça prend, et ça peut... il y aura la blessure superficielle, par exemple, si vous vous êtes fait très mal, vous êtes blessé, vous avez une grande blessure, vous avez beaucoup saigné. Donc il y a le fait de soigner, de mettre un pansement, mais ensuite, il y a aussi l'intérieur de la blessure. Il faut que les tissus se ressoudent, et ça met du temps. Donc il y aura plusieurs niveaux de guérison de cette souffrance. Mais ça prend du temps, mais peu importe. Mais si vous arrivez déjà à pardonner en changeant de regard sur la vie, à vous pardonner à vous-même, à travailler sur vous-même, il y aura toujours les blessures internes qui prendront du temps. Même, vous savez, même 10 ans, 15 ans après, la blessure interne peut se réveiller à une occasion. Donc en fait, ce que vous avez vécu, cette blessure qui était profonde, par exemple, une profonde agression, elle sera toujours dans votre vie, ça vous marquera, et ça vous a marqué, ça vous marque à vie. Mais vous pouvez toujours choisir de vivre les choses comme je vous l'ai dit, en changeant de regard sur votre vie, sur vous-même, sur le monde, sur les autres. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire par rapport au ressentiment. Donc, ça dépend aussi de si vous êtes obligé de continuer à voir cette personne du fait que vous avez des enfants en commun, un travail en commun, des choses comme ça. Mais si vous arrivez à changer toutes ces choses à l'intérieur de vous, vous pourrez vous sentir, solide pour supporter tout ça et pour qu'ensuite vous y soyez complètement indifférent à la situation de l'autre, ce qu'elle vit, à ne même plus avoir besoin de savoir si la personne a refait sa vie, si elle a retrouvé un travail, si vous vous en foutrez, excusez-moi du mot, mais complètement. Je veux dire, c'est pas intéressant pour vous. Même si l'un de vos enfants, si vous avez des enfants en commun, vous dit ah bah oui, papa ou maman, maintenant fait ci, fait ça, bon, bah vous serez content pour lui ou pour elle quand il lui arrivera des bonnes choses. Et puis c'est tout. Vous n'irez pas plus loin parce que vous faites votre vie. Et vous savez qui vous êtes et vous n'avez rien à prouver à personne. Et vous n'avez, même si vous avez perdu des choses, vous pouvez tout reconstruire. Voilà, c'est comme ça qu'on peut vraiment faire le premier pas, pardon, pour s'en sortir et pour sortir du ressentiment, de la comparaison et tout ce genre de choses. Et quand bien même, alors je sais que souvent les pervers, les perverses aiment bien, même si justement quand on sort de cette emprise, et cette emprise qui est cette emprise de nous-mêmes, en fait, qui est le fait de vouloir se comparer à autrui ou être sous emprise par rapport à la vie matérielle, ou par rapport aux choses, ou ce genre de choses. Quand le ou la perverse qui vous a connu jusque-là voit que vous sortez de toute cette emprise, mais en fait, il n'aime pas de ça du tout. Il n'est pas content et il fait tout pour vous narguer, pour faire en sorte que vous retombiez sous l'emprise de ces choses. Parce que lui, il est sous cette emprise. Il est complètement dépendant du regard des autres. Il ou elle est dépendante de tout ce qui est matériel, de l'image, de tout ça. Donc s'il voit que vous avez d'autres valeurs, ou elle voit que vous avez d'autres valeurs, ça ne lui plaît pas du tout. Voyez, elle n'aime pas du tout. Donc justement, il y a plusieurs emprises. Il y a donc l'emprise que vous aviez par rapport à cette personne, et puis l'emprise de l'amour ou de la haine, ou de sorte d'attachement que vous aviez par rapport à cette personne. Et puis il y a l'emprise aussi de qu'est-ce que vont dire les gens, qui je suis superficiellement, qu'est-ce que j'ai. Alors, voilà. Et quand on sort de cette emprise-là, alors là on a tout gagné, parce que justement, on se dit que ce qu'on avait vécu par l'intermédiaire de ceux ou cette perverse, c'est justement une occasion
de pouvoir s'élever en conscience et de changer complètement de vie, si on le veut. Après, si on veut rester dans la superficialité, etc., ça nous regarde. Mais dans ce cas-là, souvent, on retombera sur des personnes perverses ou pervers. On sera tout le temps dans cette quête de reconnaissance aussi. Il faut que les gens reconnaissent quand même que j'ai été victime. Et donc, c'est sans fin, on tourne en rond, en fait, si on reste là-dedans. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.